Dans le thème Faire la guerre, faire la paix, je vais ici présenter un des jalons de l'objet de travail conclusif consacré au Moyen-Orient. En cours, j'avais amené par une introduction la problématique. Pourquoi l'établissement d'une paix durable au Moyen-Orient apparaît improbable? Et nous avions travaillé dans une première partie sur les ingrédients qui font de cette région une zone de conflictualité. Intéressons-nous maintenant au conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. L'exposé est organisé en 3 points. La naissance d'Israël, à l'origine de guerres israélo-arabes, conflit interétatique, et du conflit israélo-palestinien, conflit de territoire, conflit asymétrique. Je mobiliserai un vocabulaire spécifique qui figure sur cette diapositive. En 1947, l'Organisation des Nations Unies élabore une résolution qui prévoit un plan de partage de la Palestine qui, depuis la dislocation de l'Empire ottoman, au lendemain de la Première Guerre mondiale, est sous mandat britannique. Ce plan prévoyait la création de 2 États, un État juif et un État arabe, tandis que Jérusalem devenait zone internationale. Difficilement applicable, ce plan fut largement rejeté par les pays arabes voisins et les Palestiniens. C'est dans un contexte de plus en plus violent, marqué par des déplacements massifs de Palestiniens, qu'est proclamée la naissance d'Israël le 14 mai 1949. C'est le travailliste David Ben-Gourion qui le proclame sous le portrait de Théodore Herzl, considéré comme le père fondateur du sionisme. Le sionisme, né à la fin du XIXe siècle, revendiquait la création d'un foyer national juif en Palestine. Ceci dans un contexte d'antisémitisme en Europe. La création d'Israël est donc l'aboutissement du projet sioniste et en même temps le début d'une série de conflits entre le nouvel État et les pays arabes, puis entre les Israéliens et les Palestiniens. Le lendemain de la proclamation d'Israël, les États arabes voisins, le Liban, la Syrie, la Transjordanie, l'Égypte, opposés à la création d'un État juif, lancent une offensive militaire. C'est la première guerre israélo-arabe. Elle se termine en octobre 1949 par un armistice alors que l'armée israélienne est parvenue à repousser les armées arabes. L'ensemble des territoires palestiniens passe alors sous contrôle étranger. La bande de Gaza sous contrôle de l'Égypte, la Cisjordanie sous contrôle de la Transjordanie, appelée aujourd'hui la Jordanie, tandis que l'État d'Israël a considérablement étendu son territoire. Jérusalem est partagée entre la Transjordanie et l'État d'Israël. Alors c'est aussi cette guerre le début de la question des réfugiés. On compte environ 6 millions de Palestiniens aujourd'hui réfugiés à travers le monde, beaucoup dans les pays voisins de l'État d'Israël, mais également dans le monde. Alors ils sont pris en charge par une agence de l'ONU. Et forment donc à travers le monde une diaspora. Or, d'autres guerres israélo-arabes éclatent. En 1967, la guerre des 6 jours. Alors, c'est une nouvelle défaite des armées arabes qui entraîne l'occupation par Israël du Sinaï, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est
ainsi que du plateau du Golan. Ce sont les territoires occupés par Israël qui ont été, cette occupation est condamnée par la résolution 242 de l'Organisation des Nations Unies, qui réclame sans succès le retrait des forces armées israéliennes des territoires palestiniens. En 1973, la guerre du Kippour, dans laquelle la Syrie et l'Égypte échouent à récupérer les territoires occupés. Cet affrontement a des répercussions internationales puisque c'est le premier choc pétrolier. Les producteurs, les exportateurs, les États exportateurs de pétrole ont décidé d'augmenter le prix du pétrole pour condamner le soutien occidentaux à l'État d'Israël. Ce qui aura des conséquences sur les économies occidentales. La logique de la guerre s'impose jusque dans les années 70 avant que la négociation ne l'emporte. On entre dans un système westphalien, incomplet certes, parce que tous les États arabes ne souhaitent pas négocier et reconnaître l'État d'Israël. À l'initiative du président égyptien et sous la médiation des États-Unis, de Jimmy Carter, un traité de paix est signé entre l'Égypte et Israël en 1979. L'Égypte reconnaît Israël, tandis que progressivement l'État d'Israël évacue le Sinaï. 5 ans plus tard, un nouveau traité est signé, cette fois-ci entre la Jordanie et Israël, ceci donc en 1994. Mais ces traités ont largement divisé les pays arabes. Alors une autre question n'est toujours pas réglée, c'est la question palestinienne, puisque les Palestiniens sont toujours privés d'État. Alors justement, le conflit israélo-palestinien est un conflit de territoire qui oppose de manière asymétrique Israël aux nationalistes palestiniens. La lutte des Palestiniens est marquée par des soulèvements, les intifadas, dont la première s'est déroulée entre 1987 et 1993. La lutte des Palestiniens a produit et produit encore de nombreuses images largement diffusées dans les médias internationaux, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est le cas de cette image qui est d'un militant palestinien portant le drapeau et lançant des projectiles sur l'armée israélienne. C'est une image qui a été comparée au célèbre tableau de Delacroix. Le nationalisme palestinien a été incarné à partir de 1964 par l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée à partir de 1969 par Yasser Arafat, qui avait créé un mouvement nationaliste palestinien qui s'appelle le Fatah. L'OLP a comme objectif la création d'un État palestinien sur toute la Palestine historique, donc la destruction d'Israël. En tout cas, à l'origine. Et l'OLP incite à la résistance armée. En 1972, un commando composé de membres du Fatah massacre des membres de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques de Munich de 1972. C'est un événement qui a été évoqué par Steven Spielberg dans son film Munich. Alors l'OLP fait ensuite le choix de la modération. Ils vont renoncer au terrorisme, ce qui permet à ce mouvement de gagner une reconnaissance diplomatique, mais contribue également à diviser
le mouvement palestinien, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a différents mouvements nationalistes palestiniens, dont par exemple le Hamas, qui est un mouvement islamiste sunnite, mouvement issu du mouvement des frères musulmans, créé en 1987, qui poursuit encore aujourd'hui la lutte armée. Au début des années 1990, une détente des relations s'observe. Les accords d'Oslo, signés le 13 septembre 1993 entre l'OLP et l'État israélien, et sous la médiation des États-Unis, sont porteurs d'espoir. Les accords d'Oslo sont porteurs d'espoir parce que les deux parties se reconnaissent de façon officielle et ces accords d'Oslo permettent la création d'une autorité palestinienne qui est un premier pas vers un État palestinien. Il prévoit dans une première phase le transfert de responsabilités progressif aux Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et dans une deuxième phase, une résolution des questions sensibles telles que celle du statut de Jérusalem et de la question des réfugiés palestiniens. Alors plus de 25 ans plus tard, il n'existe pas d'État palestinien. L'autorité palestinienne est toujours intérimaire, transitoire. L'espace palestinien, lui, est éclaté. Mais par contre, l'autorité palestinienne a gagné une reconnaissance internationale, puisqu'elle obtient en 2012 un statut d'État observateur à l'Organisation des Nations Unies et depuis 2011 est membre de l'UNESCO. Cependant, ces deux caricatures illustrent les blocages, illustrent l'enlisement du processus de paix et je vais exposer dans un dernier point les blocages, les explications. Pourquoi ce processus de paix connaît des blocages? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a d'une part le cycle de violence et de représailles, des violences extrêmes dans les deux camps. Il y a le problème des colonies juives en territoire palestinien. Ce sont en fait des implantations juives en Cisjordanie en particulier qui morcellent considérablement cet espace palestinien. Enfin, il y a également la question du retour des réfugiés qui n'est toujours pas réglée, la question du partage de l'eau, qui est une question également sensible, donc une problématique liée aux ressources. Et il y a également le statut de Jérusalem qui est très symbolique, mais les différents partis souhaitent faire de Jérusalem leur capitale. Alors la totalité de Jérusalem pour Israël et Jérusalem-Est pour les Palestiniens. Alors en 2007, l'administration Trump a reconnu Jérusalem comme capitale. L'année suivante, ils ont transféré l'ambassade américaine à Jérusalem, ce qui est évidemment une décision qui a été condamnée par les Palestiniens. L'administration Trump a également élaboré un plan cette année qui prévoit la création de deux États, mais avec sur les frontières de 1967, mais reconnaît les implantations, en tout cas certaines implantations juives en Cisjordanie. Ce plan est largement rejeté par les Palestiniens aujourd'hui. Je vous invite à regarder cette vidéo qui montre le point de vue, le regard de deux chercheurs sur la question de deux États, la solution de deux États, qui n'est pas encore réglée aujourd'hui, ce qui vous permettra d'avoir des connaissances supplémentaires.